2 arrestations ont été faites après la mort par balle de l'ex-catcheur WWE NXT Knuckles Madsen. Nous présentons les versions contradictoires de ce que disent les autorités par rapport à ce que disent les suspects. Mais c'est peut-être ce que la victime aurait dit juste avant de mourir qui pourrait décider de toute cette affaire. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime, je suis Jesse Weber. Knuckles Madsen, ex-superstar de la WWE NXT, a été abattu cet été. Retrouvé le long de l'autoroute 12 comté de Benton, Arkansas, le 11 juillet, souffrant d'une blessure par balle à l'estomac, il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il est décédé. Le catcheur de 41 ans, Kevin Nicol, a lutté à la WWE NXT entre 2012 et 2013. C'est en quelque sorte un terrain d'entraînement pour les artistes avant qu'il n'accède pleinement à la scène principale de la WWE. À partir de là, il a combattu dans l'Ozark Mountain Wrestling sous le nom d'Ivan Varsovie, qu'il possédait apparemment. C'était une situation terrible, sans arrestation pendant longtemps, laissant son fils de 8 ans sans père. Et maintenant, le service des Marshals américains a annoncé que 2 personnes ont été arrêtées. Donc, même si le bureau du shérif du comté de Benton a pris la tête de cette affaire, c'est le service des Marshals des États-Unis qui a été sollicité pour les mandats d'arrêt. Les mandats concernés Michael Hogue, 51 ans, qui a été arrêté à Fort Smith, et Amanda Penny, 40 ans, arrêtée à Rogers. Hogue est accusé de meurtre au premier degré. Penny est accusée de complicité de meurtre au premier degré, et ils sont tous les deux poursuivis pour possession d'armes à feu. Maintenant, savez-vous qui est Penny? Penny est l'ex-femme de Kevin, et Kevin a été tué. Écoutez bien, 3 jours après la finalisation de leur divorce, ils ont été mariés pendant 13 ans, d'après ce qu'on dit, et apparemment, ils étaient même amoureux au lycée. Ils se sont rencontrés en 2010 et mariés en 2012. Hogue est apparemment d'ailleurs le nouveau petit ami de Penny, et les autorités pensent que c'est lui qui a appuyé sur la gâchette. D'où la légère différence dans les chefs d'accusation, et nous allons en parler. Mais lorsqu'il s'est agi de leur divorce, la mère de Kevin, Suzanne Kinderman, a déclaré à 5 News que Penny avait été la première amie de Kevin au lycée. Ils se sont mariés, étaient heureux, puis se sont sans doute éloignés. Quant à Hogue, Kinderman a dit qu'elle ne savait pas grand-chose sur lui, et à en juger par son ton, elle n'a aucune envie d'en savoir plus. Hogue a maintenant obtenu une caution fixée à 750 000 $ et Penny à 500 000. Grâce aux déclarations du procureur et à une déposition sous serment, nous obtenons plus de détails sur ce que les autorités allèguent sur les événements menant à la fusillade, ce qui s'est passé, comment cela a eu lieu, et les preuves contre ces 2 personnes. Et laissez-moi dire ceci, il y a un élément de preuve potentiel que l'on n'obtient presque jamais. Une déclaration sur le point de mourir de la victime, une prétendue déclaration sur le point de mourir de la victime. Oh, et d'ailleurs, il y a quelque chose concernant Penny qui se passe en ce moment dont je dois parler. Honnêtement, je ne sais pas comment ils peuvent la poursuivre en justice actuellement. Parlons-en. Accueillons John Phillips, avocat des droits des victimes, pour éclaircir ce sujet. Merci d'être venu, John. Commençons par les accusations. Pourquoi cette différence? Pourquoi Hogue accusé de meurtre et Penny de complicité? Le procureur Josh Robinson a déclaré que l'accusation reste pratiquement inchangée. En Arkansas, cela ne fait aucune différence. Toute personne reste responsable en tant que complice, qu'elle soit accusée comme telle ou non. La classification du crime et la peine sont identiques à celle d'un auteur principal. L'affidavit indique que les preuves montrent que Michael a tiré et qu'Amanda l'a aidé lors du crime. Pourquoi alors cette différence? Les procureurs et enquêteurs disent que cette distinction n'a pas de réelle différence. Mais en général, ce que vous cherchez d'abord est la personne qui est inculpée le plus sévèrement. Vous savez, dans une affaire de crime commis en concertation, c'est la personne qui a appuyé sur la gâchette, celle qui a réellement tiré, poignardé ou tué. Puis, le complice ou co-conspirateur se place sous cette personne. Donc, je suppose ici que Michael Hogue était en quelque sorte le principal meurtrier, n'est-ce pas? Faute de mieux pour le dire. Et l'ex-épouse Amanda Perry aurait, vous savez, comploté avec lui pour tuer son ex-mari tout récent. Oui, bon, enfin que, et vous savez, je dis cela dans chaque affaire, mais ici c'est vraiment prétendument, car je m'intéresse beaucoup à la défense et à leur version. Mais vous avez raison. Concernant la caution, le procureur Robinson a expliqué que les montants élevés s'expliquent non seulement par la solidité du dossier et le risque de fuite lié à la peine encourue, mais aussi parce que les 2 individus sont récidivistes avec des antécédents criminels. Et Hogue a un passé d'activité violente. Mais surprise, John est venu au tribunal hier. Apparemment, Penny est enceinte de 7 mois sous la surveillance d'un médecin en dehors de la prison du comté de Benton.
Comment ça fonctionne? Si vous êtes enceinte en prison et que vous allez être poursuivi, y a-t-il un délai? Cela n'affecte pas l'analyse de la caution, qui reste élevée à 500 000. Bien sûr. Vous savez, en général, on renonce au droit à un procès rapide quand on est enceinte de 7 mois. Ça dépend un peu des avocats et de la façon dont ils veulent présenter leur cliente. Ici, je veux être aussi éloigné que possible de cette grossesse parce que ça ajoute un mobile supplémentaire. Ça ajoute aussi... Bon, d'accord. Donc, vous savez, maintenant, vous avez cette nouvelle famille qui commence très dysfonctionnelle, mais une nouvelle famille qui commence. C'est rare dans ce type d'affaires. Je suis aussi fatigué de voir des meurtres liés au divorce. Vous voyez? On dirait que ça arrive très souvent maintenant, même si ça a toujours existé. Le simple fait de relater ces crimes très médiatisés où un divorce tourne au meurtre. Quelqu'un a dit que le divorce finit soit par une séparation, soit par la mort. Mais oui, vous avez certainement des raisons valables pour demander un report de quelques mois afin qu'elle puisse, vous savez, avoir le bébé, qu'il naisse et soit en bonne santé. Mais encore une fois, ce bébé va naître dans un établissement hospitalier. Peut-être confié à la famille ou à l'État. Mais sinon, si le report n'est pas accordé et qu'elle est en prison, je suppose qu'elle bénéficie de certains services en attendant son procès. C'est incroyable à penser, mais c'est la réalité. J'aimerais aussi ton avis sur autre chose. J'ai d'autres détails à évoquer, mais je suis surtout curieux de ton opinion sur cette déclaration. Les prochaines audiences en P1-2, Hogue et Penny auront lieu le 5 janvier 2026, a annoncé le procureur Robinson. Citation, « Mon bureau va effectuer un examen plus approfondi du dossier afin de prendre une décision formelle concernant les charges. Nous souhaitons disposer du maximum d'informations pour prendre la meilleure décision. Cela explique en partie la durée de l'enquête, en raison de sa minutie et de l'attente des résultats d'autopsie et des mandats de perquisition. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Je ne suis pas vraiment sûr. Vous savez, vous et moi avons l'habitude d'analyser des affaires partout dans le pays. Et parfois, il est difficile de comparer des pommes à des pamplemousses. Et nous parlons d'une petite ville de l'Arkansas, avec ce qui est devenu une affaire de meurtre assez médiatisée à cause de l'affiliation du défunt avec le catch professionnel. C'était une célébrité. Et donc, très souvent, et je déteste utiliser le mot paumé, je vais quand même le faire car je viens du Sud et j'en ai le droit. Vous avez des procureurs de petites villes qui se retrouvent soudainement sous les projecteurs et réalisent, vous savez, non seulement mon affaire va être médiatisée, mais toutes les erreurs que je pourrais commettre vont l'être aussi. Donc, et le procès, et donc, vous voulez vraiment tout verrouiller et vous assurer de faire de votre mieux quand le monde entier vous regarde, en quelque sorte. Oui, il sera intéressant de voir si les charges sont requalifiées, modifiées et comment elles seront formalisées. Je veux évoquer ces deux récits ici. Quelles sont les défenses possibles? Donc cela provient d'un reportage du Northwest Arkansas, Democrat Gazette. Une déclaration sous serment de cause probable apporte aussi plus de détails à cette affaire. Donc, le jour de la fusillade, Kevin a signalé à un adjoint du shérif que Hogue avait été en présence de son fils, ce qui constitue apparemment une violation du jugement de divorce qu'il avait avec Penny. Selon Nicole, l'enfant ne peut pas côtoyer une personne ayant des condamnations pénales ou des affaires criminelles en cours. C'était apparemment la raison pour laquelle il s'opposait à la présence de Hogue. Et l'une des raisons pour lesquelles il a signalé cela au shérif adjoint, ou aurait signalé cela au shérif adjoint, c'est parce que Kevin craignait que Hogue veuille se battre avec lui à ce sujet. Plus tard, Penny aurait signalé que Kevin était entré par effraction, avait obstrué la caméra avec de la peinture, pris certains objets, en détruit d'autres, puis était reparti. Jean, tout cela mène à la fusillade dont nous allons maintenant évoquer les circonstances. Parce qu'il y a deux récits contradictoires ici. Comment pouvons-nous comprendre cela? Et que penses-tu de ces deux versions différentes? Les deux choses peuvent-elles être vraies à la fois? Un côté ment-il? On remarque ici une montée en tension. Tu vois, une montée en tension, tu sais, ce qui est une autre raison pour laquelle je pense que cette affaire a été amplifiée, c'est que tu as un scénario de catch professionnel qui devient réalité avec de la tension
La tête de Hoag, il a comme le tatouage classique sur la tête. Tu as ici le méchant que tu veux. Et à la fin de la journée, le tribunal du divorce, les procureurs et les enquêteurs vont en quelque sorte s'occuper des caméras de sécurité. Mais encore une fois, même si tu sais Knuckles Madsen était le méchant et qu'il peignait les caméras de sécurité à la bombe, tu ne peux pas aller le tuer. Mais tout cela fera partie de l'affaire, n'est-ce pas? Il ne s'agira pas seulement de ce qui s'est passé sur cette autoroute, il s'agira aussi de tout ce qui a mené à cela. Donc ce n'est presque pas un mini-procès, mais ça va peut-être être un procès plus important que ce qu'on imaginait. On va reconstituer tout ce qui s'est passé. Certainement, une partie pourrait être écartée par requête via la procédure Limoni. Mais vous savez, au final, c'est assez clair. La plupart des gens veulent tourner la page à la fin d'un divorce. Le divorce est acté, chacun avance. Mais l'épouse du catcheur est tombée enceinte. Il y avait des tensions avec ce criminel, le nouveau petit ami, et cela a eu un impact sur la relation avec leur autre enfant. Et donc, vous savez, il y avait de la tension. Il n'y a aucun doute qu'il y avait de la tension. Je pense qu'il y a eu des messages textes. Et vous savez, normalement, cela peut se résoudre, mais il semble que vous avez eu, vous savez, une agressivité inhabituelle qui a mené à une fusillade. Cela concerne l'intention, n'est-ce pas? Cela concerne les circonstances d'un éventuel cas de légitime défense. Parce que c'est ce dont je veux parler ici, d'accord? Donc, quelques heures plus tard, il y a cet appel au 911 concernant la fusillade. Un adjoint aurait vu Kevin intervenir et jeter un revolver sur la voiture de l'adjoint. L'adjoint voit la blessure par balle. C'est là que Kevin aurait dit à l'adjoint, c'est important, il a dit à l'adjoint que c'était Hoag qui lui avait tiré dessus. À noter. Le médecin légiste confirmerait que Kevin est décédé de la blessure par balle à l'abdomen. Les analyses effectuées sur l'arme que Kevin aurait achetée et sur la balle extraite de son corps ont effectivement montré que la balle avait été tirée avec cette arme. Jean, n'est-ce pas ce que nous appelons en droit une déclaration faite sur le lit de mort, n'est-ce pas? Donc normalement, pour avoir une déclaration de la victime, ce serait considéré comme un oui-dire. Mais de quoi parlons-nous? C'est un exemple typique de déclaration sur le lit de mort, n'est-ce pas? Expliquer à nos téléspectateurs si j'ai raison. Oui, tout à fait. Donc, le oui-dire comporte plusieurs exceptions différentes. Le oui-dire est une déclaration faite hors tribunal, souvent exclue car jugée plus crédible présentée devant le tribunal. Et il n'y a aucun moyen de la vérifier. Enfin, il n'y a aucun moyen de vérifier. Surtout avec un défunt, ces paroles sont souvent plus protégées, car on préfère les considérer comme des informations secondaires. Mais une déclaration sur le lit de mort, une déclaration spontanée, certains types de déclarations présentent des signes de fiabilité qui les rendent acceptés par les tribunaux. Et donc, il y a eu un laps de temps entre le moment où Nicole a été blessé à l'abdomen et le moment où il est mort, et il a identifié ce qui lui était arrivé. Et cela a une fiabilité supplémentaire. Ils vont reconstituer cela avec les preuves scientifiques, et je pense que cela sera pris en compte. Et tout se résume à savoir si le jury croit ce shérif adjoint et si la défense dira probablement « Êtes-vous sûr que c'est bien ce que vous avez entendu? Dans quel état Kevin vous a-t-il dit cela ?» marmonnait-il. Semblait-il cohérent? Savait-il ce qu'il disait? Ils douteront probablement de sa sincérité. C'est difficile car je prévois les arguments de la défense. Ils pourraient soutenir que l'argument de légitime défense s'applique et que Kevin n'était pas crédible, rejetant la faute sur Hoag. Je vais quand même vous dire que tout ce que je viens de dire est cohérent avec ce que le procureur Robinson a également déclaré. Il a confirmé qu'une dispute avait provoqué la fusillade, déclarant à Five News: après avoir été blessé par balle, M. Nicole a pu récupérer l'arme à feu et aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui passait en voiture à proximité. Malheureusement, il n'a pas pu être sauvé. Il a confirmé que Kevin Nicole avait bien reconnu que c'était Hoag qui lui avait fait cela. Mais maintenant, vous lisez l'affidavit. Donc Hoag a présenté un récit différent aux autorités sur ce qui s'est passé. Ce n'est peut-être pas surprenant ici. Il a affirmé que lui et Penny conduisaient quand ils ont vu Kevin en bas de Beaver Shores Road à Arkansas 12, où Kevin aurait sorti une arme à feu. Une bagarre a alors éclaté. Le coup de feu part. Et après la fusillade, lui et Penny rentrent chez eux. On se demande alors, est-ce un cas de légitime défense? Selon l'affidavit, il y a des messages entre Kevin et Hoag où ils s'insultent mutuellement et discutent de se rencontrer, je cite, au bas de la colline. Selon l'affidavit, Penny confirme ce récit et aurait dit au shérif avoir tenté de séparer la bagarre, précisant que tous deux étaient
couvert de sang et que Kevin lui a mis le bras autour du cou. Cependant, je vous dirais que l'affidavit précise qu'il ne semblait pas que Penny ait eu des blessures visibles au cou. Apparemment, elle affirme avoir vu Kevin partir après le coup de feu. Il a également été allégué que Penny, qui aurait apparemment appelé la mère de Kevin, lui a dit que Hoag lui avait tiré dessus. Maintenant, pour être clair, elle affirme que ni elle ni Hoag n'ont jamais apporté d'armes. Mais il y a un problème ici. L'affidavit indique apparemment que les enquêteurs ont obtenu des images de vidéosurveillance. Et ils peuvent voir Kevin dans cette zone en train de marcher avant la fusillade. Leur analyse est qu'il se promène et qu'il ne semble pas avoir d'armes à la main. L'affidavit précise aussi que 2 battes de baseball ont été trouvées près de la scène. Le fils de Kevin et Penny a confirmé qu'une de ces battes était à lui. Jean, je sais t'avoir donné beaucoup de détails, mais la question est de savoir si la légitime défense est possible ici. Je n'aime pas l'idée de la légitime défense ici. Tu sais, il y a trop de suppositions à faire. Car, disons-le, il se retrouvait pour se battre. Et il le savait, non? Tu as l'intention d'aller te battre avec Knuckles Madsen, tu sais, Kevin Nickel. En attendant, ça n'élimine pas la possibilité de légitime défense si une personne apporte une arme à feu à un combat de batte, non? Mais il n'y a pas d'arme à feu du point de vue de Kevin. Dans tous les cas, tu lis ça. Quelqu'un s'est frayé un chemin hors d'une bagarre à coups de feu. Et j'ai juste du mal à croire qu'Amanda et Michael voyageaient simplement sur la route et se sont arrêtés à cette bagarre alors qu'ils auraient pu continuer leur chemin. La situation a dégénéré et la personne visée est morte. C'est trop de coïncidences. Et je pense que c'est pour ça que les procureurs attendent un peu pour déterminer de quel type d'homicide il s'agit. Meurtre au premier degré, au deuxième degré, vous voyez ce que je veux dire? Cela explique aussi pourquoi les arrestations ont tant tardé ici, non? Je veux dire, on dirait qu'ils ont vraiment eu besoin de faire, presque comme une analyse de la scène de crime, une reconstitution des événements qui se sont produits. Et ils ont peut-être cru qu'il y avait eu une lutte au cours de laquelle l'arme s'est déclenchée. Et vous savez, ce n'était pas un cas de meurtre. Mais il semble que l'histoire, les messages, peut-être que c'est... Leurs témoignages ne concordent pas avec les preuves, alors qu'ils pensent à une accusation de meurtre. Mais est-ce vraiment si évident? Est-ce que c'est clair? Vous savez, parce que si c'est le cas, j'ai déjà vu d'autres affaires où vous savez. Les accusés sont soupçonnés d'avoir attiré quelqu'un dehors. Ils tirent. La victime ignore ce qui va se passer. C'est soudain. S'ils peuvent prouver qu'il y a eu une lutte, qu'il y a eu un combat, cette affaire pourrait devenir un peu plus compliquée. Je suis tout à fait d'accord. Et souvent, quand je commente des affaires, je prédis un peu le résultat. Je peux donc plus aisément prendre parti. Ici, je pourrais défendre chaque camp. J'ai exercé la défense pénale et défendu les droits des victimes. Et j'apprécie un peu plus la perspective des procureurs ici à cause de la nature de l'historique et de l'escalade. Mais, comme tu l'as dit, la défense présenterait simplement la victime Kevin Nicole comme ce catcheur impulsif qui faisait monter la tension. Donc, dans tous les cas, il faut juste voir comment tout cela va se terminer. En tant que procureur, tu sais que tu n'as pas à tous les gagner, surtout dans les petites villes, mais tu dois donner aux jurés le droit d'entendre les affaires qui sont serrées ou un crime. Alors, ils vont faire leur déclaration et faire ce qu'ils ont à faire. Mais au final, tu sais, c'est un jury composé de leur père qui décide de la nature de ce crime, si c'en est un, et de son niveau. Il est rapporté que l'accusation de ces 2 prévenus est prévue à 8 heures le 5 janvier. Le juge a interdit tout contact avec la famille de Kevin Nichols et l'enfant mineur. Rien d'étonnant, n'est-ce pas, Jean? Non, ce n'est pas surprenant. Mon associé pratique et aime le droit de la famille. J'aime aussi et ce n'est pas négatif. J'apprécie les affaires de décès injustifiés. Aider les familles me touche vraiment. Nos mondes se croisent rarement, mais dans ce genre d'affaires, ils se rencontrent. Et ce sont vraiment des circonstances horribles, horribles, où on aimerait juste que les gens puissent régler leurs problèmes de couple sans que ça finisse par de la violence, la mort ou du tort aux enfants. Parce que à la fin de la journée, il y a un père qui est mort et il y a, vous savez, d'autres parents qui font face au système judiciaire pénal. Donc vraiment aucun gagnant. Tu as raison. Il n'y a pas de gagnant. Il y a une perte. La question devient alors, qu'est-ce que la justice dans ce cas? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Tu as parlé de la famille, non? La mère de Kevin, Suzanne Kinderman, a dit à 5 News. J'espère juste que nous aurons beaucoup de réponses. Je sais que le système judiciaire fera son travail.
Quelle que soit la peine qu'ils recevront, cela me va. Je veux simplement que nous sachions précisément ce qui s'est passé et pourquoi. Ouais. J'aimerais l'entendre de leur bouche. Je ne sais pas si ce sera possible, mais je préférerais entendre ces deux-là. Et nous verrons bien comment cela se passera. Au fait, John, il me semble que si cela va jusqu'au procès, ils devront tous les deux expliquer ce qui s'est passé. Ils devront témoigner à la barre. Ils ne sont pas obligés, tu sais, ce n'est pas obligatoire. C'est leur Ouais. décision. Mais pour expliquer ce qui s'est passé, je pense qu'il est important pour le jury de les entendre à la barre et d'essayer de donner leur version des faits. Exactement. Surtout qu'ils doivent à nouveau se confronter. C'est considéré comme un oui-dire, comme nous l'avons dit, car Kevin ne peut plus le dire lui-même au tribunal. Cela doit passer par un adjoint, mais comme ils doivent confronter le défunt et la déclaration de Kevin Nichols sur ce qui s'est passé, ils doivent répondre, et je pense qu'il faut le faire directement. Maintenant, laissez-moi juste terminer là-dessus. Ce gars, Kevin Nichol, était très apprécié, d'accord? Ozark Mountain Wrestling a publié un hommage sur Facebook le 12 juillet, exprimant sa tristesse. Citation. Sa perte bouleverse tous ceux qui l'ont connu et aimé. Ami exceptionnel, il aimait profondément sa famille, surtout son fils. Ozark Mountain Wrestling a tenu un hommage à Kevin le 19 juillet à Rogers, à l'Alliance nationale de lutte. La National Wrestling Alliance Texas a annoncé être attristée par le décès de Kevin Nicol, alias Ivan Varso, et Knuckles Madsen, et souligne que ses contributions à la lutte professionnelle resteront inoubliables. Nous pensons à sa famille et ses amis en cette période difficile. Repose en paix. Et puis là, il y a un de ses amis, Logan Pendergraft, qui a dit, oui, là, il était comme mon frère, il a dit, c'était le meilleur gars que j'ai jamais connu. La famille est bouleversée et cherche à comprendre ce qui s'est passé. Merci Jean-Philippe pour votre temps. Heureux de vous voir. Avec plaisir, ravi de vous voir. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici, sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Merci. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, je vous parlerai la prochaine fois.